Bonjour Macha Merrill. Bonjour Sarah, comment ça va? Ça va et vous? Très bien, je suis contente d'être là et de vous parler de ce livre très particulier. Eh bien, on va le découvrir dans cette émission, un livre très particulier que j'ai eu le bonheur de parcourir et par transparence, pas de lire entièrement, mais je pense que... Vous le lirez, vous serez obligé parce que vous serez happé par l'histoire. J'en suis certaine parce que l'histoire est haletante et on va bien sûr en parler dans un instant parce que c'est une histoire d'amour très importante qui a compté dans votre vie. Mais d'abord, si vous me le permettez, au-delà de ce livre intime, L'homme de Naples, on a envie aussi de vous découvrir, Macha Merrill, plus que l'artiste, découvrir l'intime. Et je dois dire qu'en découvrant votre vie, certainement l'une des plus passionnantes que j'ai eu à déchiffrer pour cette émission. Alors si vous voulez bien, le début, toujours le début. C'est parti. Macha Merrill, ou devrais-je dire à l'origine princesse Maria Magdalena Vladimirovna Gagarine. Vous êtes née le 3 septembre 1940 à Rabat, au Maroc. Vous grandissez avec vos deux sœurs, toutes les trois issues de l'union du prince Vladimir Anatolievitch Gagarine et de Maria Vsevolodovna Bielskaya. J'espère que j'ai tout bien prononcé. Bravo, est-ce que c'est bien? C'est pas mal. Je me suis un petit peu entraînée pour vous dire la vérité. Comment se fait-il que vous naissiez en Afrique du Nord, bien loin finalement de vos origines? Parce que mon père était ingénieur agronome. Et après avoir fui la Russie, après la révolution de 17, mes deux parents qui étaient cousins, c'est pour ça que je suis un petit peu bizarre, un peu dégénérée, parce qu'ils étaient très proches cousins, mais ils se sont retrouvés en France, ils parlaient le français, comme toutes les grandes familles, les aristocrates russes parlaient le français à la maison. Et donc ils ont décidé de s'installer en France. Très vite, ils se sont mariés et très vite, ils ont demandé la naturalisation. Ils aimaient la France, ils pensaient que c'était un espèce de paradis des droits de l'homme et tout ça. Et mon père avait un diplôme très pointu de pomologie, la science des arbres fruitiers, qu'il avait eu d'une université allemande. Vous savez, les Russes voyageaient, circulaient à l'époque, ils allaient faire leurs études ailleurs aussi. Et il a eu un job au Maroc. Ils ont été très heureux, mes parents, au Maroc, parce qu'ils ont retrouvé les grands espaces de la Russie et de l'Ukraine, parce que ma famille avait des grandes propriétés en Ukraine. On va en dire deux mots, j'espère, tout à l'heure. Bien sûr. Et puis, il a donc retrouvé cette propriété qui faisait des agrumes, un jardin d'essai où il faisait des greffes entre... Je pense qu'ils ont vraiment été heureux. Il y avait beaucoup de personnel dans cette entreprise. Et mon père disait que les Marocains étaient plus civilisés que les Russes. Parce qu'il aimait beaucoup la culture marocaine. Il aimait beaucoup la façon de vivre. D'ailleurs, c'est un pays merveilleux. Auquel je dois ma santé. Parce que comme je suis née pendant la guerre et qu'aucun produit ne venait de la métropole et que je ne mangeais que les carottes poussées au bled et les poulets, les œufs du bled, j'ai jamais eu une carie de ma vie. Et je pense que je dois ma santé au Maroc. Merci le Maroc. Écoutez, c'est incroyable, j'ai jamais entendu ça encore. Je dois ma santé au Maroc, mais je trouve ça génial. Vos parents ne vivent pas vraiment ensemble, ou c'est le cas, Macha Merrill? Parce qu'en regardant un petit peu votre histoire, vous grandissez quand même jusqu'à l'âge de vos 6 ans au Maroc avec votre maman, et votre papa, il vient travailler à Antibes. Non, c'est le contraire. C'est l'inverse. Ils sont partis d'Antibes où ils avaient une propriété qui était une propriété de famille, comme avaient les Russes des propriétés de vacances, qui a sauvé leur vie, grâce quand ils sont arrivés en France. Et puis, ils l'ont mis en pension, si je peux dire, avec des Italiens, cette propriété petite à Antibes, et ils sont allés au Maroc. Et puis, mon père est décédé. J'étais toute petite, j'avais 4 ans, 5 ans. Il est allé chercher le corps de mon frère. J'avais un frère aîné qui est mort au front à l'âge de 19 ans. Ça a été un chagrin épouvantable pour mon père. Et il a souhaité aller chercher son corps en Allemagne, après l'armistice, et le ramener au cimetière orthodoxe qui est en dehors de Paris, où il est d'ailleurs. Et il attrape le typhus et il est mort 6 mois plus tard. C'est-à-dire que ma mère, la pauvre, a perdu les 2 hommes de la famille en l'espace de 6 mois. Et nous sommes restés, mes 2 sœurs qui ont 10 et 12 ans de plus que moi et ma mère, 4 femmes abandonnées, mais vaillantes. Parce que je peux vous dire que les femmes russes, c'est pas n'importe quoi. Et avec un courage fou, ma mère a dit... Paris. Mes filles ne seront pas des petites provinciales, parce que le Maroc, c'était la province quand même. Et voilà. Et c'est grâce à ma mère et à son grand courage que je suis devenue une Parisienne pur sucre. Moi, je pense que les émigrés, les enfants d'émigrés, sont plus patriotes que les gens de souche. C'est-à-dire que je me sens française plus que n'importe quel Français, parce que c'est mon pays d'adoption, c'est le pays d'adoption de mes parents. Et je crois que toute sa vie, on venge ses parents. On refait
la vie, non seulement la sienne, mais aussi celle de ses parents. Et toute mon énergie vient de là. C'est-à-dire que je dois corriger les drames épouvantables qu'ont vécu mes parents en perdant tout, leurs familles qui ont été déportées en Sibérie, qui sont morts, enfin bref, des drames qu'on peut même pas raconter tellement c'est épouvantable. Et donc, voilà, et c'est à moi qu'incombe de redresser la barre. C'est très joliment dit, Macha Merrill. Vous parliez d'épouser la France finalement. Moi, c'est ce que j'entends dans vos mots. Mais vous l'avez évoqué il y a quelques minutes et je sens que vous vouliez qu'on en parle. Bien sûr, la guerre en Russie avec l'Ukraine. Est-ce que vous avez une position, vous, là-dessus? Parce que je crois savoir, hein, bien sûr, corrigez-moi si je me trompe, que de base, vous êtes issu de la noblesse ukrainienne. Pas du tout. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, parce que les Russes avaient des grandes propriétés en Ukraine. C'est ça. C'était 60 000 hectares, enfin des énormes propriétés dans cette terre qui est très 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 fertile. Mais nous étions des colons. Et déjà, les Ukrainiens détestaient les Russes. C'est pas d'aujourd'hui, vous savez. Alors moi, ma position, elle est très simple. Il faut la défaite de la Russie. Il faut que on aide au point l'armée ukrainienne pour qu'il puisse vraiment écraser l'armée russe. C'est ce qui va se passer parce qu'il faut absolument se débarrasser de ce Poutine. Et je pense que la seule chose qui fera que la Russie réfléchisse et se débarrasse de lui, enfin je dis la Russie, le peuple russe, c'est une défaite militaire. Mais surtout, moi, j'étais tout à fait au courant, à travers le cinéma. Je m'occupe d'un festival de cinéma russe depuis déjà 8 ans, qui montre tous ces films des jeunes cinéastes russes, qui déjà nous ont signalé l'état de la société russe et les drames de Poutine, c'est-à-dire à quel point il a muselé cette opinion, ce peuple. Personne ne peut... c'est la terreur, hein. Surtout depuis quelques années, ça s'est durci terriblement. Il a perdu la boule, hein, quand même, Poutine. Et donc, tous ces films que nous voyons, et là nous en projetons de nouveau le 17 décembre au cinéma Le Balzac, les films d'un immense cinéaste qui s'appelle Zviagintsev, Andrei Zviagintsev. Il a été déjà au Festival de Cannes, c'est un immense cinéaste. Et ça fait très longtemps qu'ils nous disent, mais regardez dans quel état est la Russie, et regardez ce qui se passe. Donc moi, je ne suis pas tellement surprise. Je pense qu'on est arrivé à un point d'explosion, et j'espère de tout mon cœur qu'il y aura un soulèvement de palais à l'intérieur du Kremlin, parce qu'il y a des gens bien, vous savez, en Russie. Il n'y a pas que des Prigogine et des Kadyrov, hein. Il n'y a pas que des va-t-en-guerre comme ça. Il y a aussi des gens formidables, et qui sont peut-être pas connus, dont on ne connaît pas le nom, mais qui vont tout faire pour évincer M. Vladimir Poutine. Et donc, c'est ces gens-là que vous aimeriez voir au pouvoir pour réhabiliter votre pays comme il le faudrait au mieux, finalement? Vous savez, je suis malheureuse pour l'instant pour la Russie. C'est ça. Parce qu'ils ont déjà 20 ans de retard à cause de Poutine, qui n'a rien développé, ni les lois sociales, ni l'industrie. Il a désindustrialisé son pays, il y a une misère épouvantable. Pourquoi ils sont si mal informés, les Russes? C'est parce qu'ils sont pauvres. Parce que la moitié de la population vit au seuil de la pauvreté. Et ça, vous ne pouvez rien contre ça. Quand on a faim, on ne s'occupe pas de savoir s'il y a la guerre ou pas la guerre. Et qu'on ne veut pas mourir aussi. Et puis qu'ils en sont là, ils sont vraiment à l'extrême. Et puis, il y a aussi que malheureusement, ils vont prendre encore 20 ans de retard après cette guerre. Donc c'est très dramatique ce qui se passe. Bien sûr que, imaginez, j'ai une sympathie immense pour l'Ukraine et qui se prend des bombes sur la tête tous les jours. Mais je plains le peuple russe aussi. Parce que le peuple russe, c'est pas Poutine. Et il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord avec cette guerre. Donc le peuple souffre de sa gouvernance. Mais oui, mais oui. Peut-être qu'ils ne le savent même pas. Parce que c'est tellement violent, vous savez, la dictature. C'est quelque chose qu'on subit, qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait autre chose. C'est ça qui leur arrive. Et que dès qu'ils ouvriront les yeux, je pense qu'ils se débarrasseront du tyran. Je pense que vous avez tout dit, Macha Merrill, sur ce sujet. Si vous le voulez bien, on va rentrer désormais toujours dans votre vie. Vous êtes, au cours de votre adolescence, scolarisée au lycée Marie Curie de Sceaux. Je crois savoir. Oui, vous avez 2 fait. bacs avec mention assez bien et bien. Et vous commencez ensuite des études de lettres et vous sentez finalement très vite ce désir d'être dans la comédie. C'est-à-dire que j'ai quelques certificats de lettres quand même, de littérature à la Sorbonne, mais très vite le cinéma m'a attrapée. Alors je fréquentais Saint-Germain-des-Prés, qui était Saint-Germain-des-Prés à l'époque, et on rencontrait tout le monde. Dans les rues, dans la rue Saint-Benoît, dans le bois Saint-Germain, j'ai connu à l'âge de 15 ans, 16 ans, des metteurs en scène, des peintres, des philosophes, et donc c'était ça qui était formidable. Et très vite, je rencontre Éric Rohmer, qui m'a mis dans son premier film, qui s'appelait le Cygne du Lion. Et très vite, j'ai compris que le cinéma était fait pour moi. Parce que c'était une ascension rapide. Et c'est que je pense que quand on est une fille d'émigrée et qu'on a vite besoin de se trouver une place,
Et d'avoir un nom, le cinéma, c'est quand même un chemin royal. Donc il y avait cette forte ambition pour vous, Masha Merrill, devenir quelqu'un, une reconnaissance. Oui, j'ai changé de nom parce que je ne voulais surtout pas que ce soit avec mon nom russe. Gagarine. Voilà, donc Merrill est une invention pour mon premier film qui s'appelait La main chaude, où je remplaçais Brigitte Bardot. Une invention, mais je crois pas totalement. Parce que c'est une chanteuse de jazz, je crois, qui s'appelait comme ça. Bravo, écoutez, vous êtes très très bien informée. Effectivement, j'adore le jazz et je chantais tout le répertoire de Helen Merrill. Et on est en train de l'entendre parce que vous êtes une pro du bebop. Il faut dire, Masha Merrill. Championne de Paris, attention. Voilà. C'était à l'époque le jazz. Donc moi, je suis un petit peu fâchée avec le rock, parce que le rock, pour moi, est un dérivé un peu grossier du jazz. Voilà. Et donc voilà, vous passez un bon moment de votre carrière à Saint-Germain-des-Prés pour démarrer, pour avoir des rencontres et des souvenirs aussi. Tous ces démarrages finalement avec les artistes qui étaient mélangés aux jeunes qui venaient, surtout parce qu'après la guerre, on avait besoin de ça, besoin de cet exutoire quelque part, un peu comme un échappatoire. Et peut-être aussi parce qu'il y avait des douleurs que vous aviez envie d'effacer un petit peu, Masha Merrill. Oui, est-ce que je me trompe? À ce moment-là, je ne le savais même pas. Vous savez, ce sont des choses qu'on analyse après, ça. Et je suis capable de vous en parler aujourd'hui d'une façon différente. C'est ce recul qui m'intéresse, Masha Merrill. Voilà, l'analyse, c'est la beauté de l'âge. Vous savez, j'ai 82 ans, c'est un âge génial. Je vois. Parce que c'est une réjouissance permanente. Non seulement je suis en place, parce que tout ce que j'ai vécu m'a construite, mais en même temps, je m'amuse à re-regarder mon passé avec une certaine indulgence, avec plus de gentillesse que quand je l'ai vécu, et c'est ça qui est délicieux. Mais voyez-vous, l'époque, c'était quand même aussi les 30 glorieuses. Il y avait une insouciance extraordinaire. On ne savait pas, par exemple, on allait danser dans ce club de Saint-Germain-des-Prés, et le soir, il y avait toujours quelqu'un, un type riche, qui nous emmenait dîner quelque part. C'était lequel, ce club? C'était le club. C'était là où il y a Vuitton maintenant. C'est épouvantable. C'était un Moi, club je connais de jazz. que le Papa Jazz Club à Saint-Germain. Ma pauvre, vous n'avez pas connu tout ça. C'était extraordinaire. C'était un endroit où, justement, un brassage de tous les intellectuels, les artistes de Paris. Et d'ailleurs, du monde entier. Ça n'existe plus. Et après, je vous dis, comme on était jeunes, beaux, et il y avait toujours un type qui nous invitait dîner, des grandes tablées de 10 personnes. Ça coûtait probablement beaucoup moins cher que maintenant. Et donc, j'allais dans tous ces restaurants, à la Coupole, à Montparnasse, chez Lippe, et en fréquentant les artistes. Vous direz par la suite, je ne suis pas actrice pour rien. Une prémonition m'a fait choisir ce métier très tôt. Ça m'intéresse. Alors, je crois que c'était ma première vocation politique. Je pense que quand on est actrice, on s'expose à devenir un modèle. Pas seulement physique, mais à tout point de vue. Et on a le devoir d'être à la pointe de la modernité. En tant que femme, donc féministe, en tant qu'artiste, donc suivre les courants d'avant-garde, et aussi en tant que personne, c'est-à-dire citoyenne. Je sais maintenant qu'il ne faut pas se refuser, qu'à partir du moment où on entre là-dedans, c'est un peu un sacerdoce. C'est-à-dire que tu ne peux plus sortir dans la rue mal coiffée, tu ne peux plus te montrer faible, tu dois avoir des convictions, tu as forcément des convictions, et ça t'accompagne toute la vie. Et ça, c'est formidable parce que c'est un sacrifice, mais c'est aussi une colonne vertébrale. Et que je crois que la chance qu'on a quand on a une vocation, c'est ça, comme ça s'appelle, eh bien, on est sauvé. Et je dis toujours à tous les jeunes, trouvez ce pourquoi vous êtes fait. Trouvez ce qui va vous tenir toute la vie, comme une sorte de guide de vous-même. Vous faites vos débuts, Masha Merrill, dans le rôle marquant d'Yvette dans La main chaude, première réalisation de Gérard Houry. Elle s'appelait Yvette, je ne me rappelais pas. Qui s'appelait Yvette. Et c'est c'est le premier film de Gérard Houry. Vous êtes blonde avec des yeux clairs ravageurs. Vous êtes superbe, vous l'êtes toujours, Masha Merrill. Quel souvenir de cette première fois? Alors, je découvrais tout parce que je n'étais pas dans une famille d'artistes de monde du cinéma. Donc, j'étais déjà éblouie d'avoir été choisie pour ce film, dans ce grand rôle, etc. Et le modèle absolu de l'époque, c'était Brigitte Bardot. Donc, blonde, donc choucroute, donc la taille serrée comme ça dans avec les ballerines. Et quand j'ai vu ce film, j'ai compris que c'était pas moi. Et que la promesse que je me faisais à moi-même n'était pas tenue. C'est-à-dire que il y avait un nouveau modèle de femme qui allait apparaître.
qui est apparu avec la nouvelle vague et que c'était là que je voulais être. Je voulais changer absolument de catégorie. Et vous savez, c'est très important parce que je ne considère pas du tout que c'est une erreur ou une mauvaise chose, mais certains films ou choses qui ne sont pas dans votre ligne vous aident à définir votre ligne. Donc je ne crois pas, c'est pour ça que je suis un peu fâchée avec la psychanalyse, parce qu'on vous dit vous faites des erreurs. Non. Au moment où on choisit quelque chose, on fait ce qu'on peut au moment avec les éléments qu'on a. On fait le choix qui nous semble être le bon. Ces mêmes choses qui ne sont pas justes, qui ne t'ont pas mené là où tu veux, elles te servent pour savoir où tu veux aller. Donc il faut bénir les choses ratées, les films ratés, les amours ratés, et on va en parler parce que c'est mon sujet, et donc les choses qui ont l'air négatives, mais finalement qui sont celles qui vous mettent sur votre chemin. J'y arrive, Macha Merrill. Vous poursuivez votre carrière au cinéma dans Belle de jour de Louise Buñuel, Nous ne vieillirons pas ensemble de Piala, Beau-père de Blier, Les uns et les autres de Lelouch, bien sûr, Le Grand Carnaval d'Arcadie ou encore La Vouivre, L'enfant que je n'attendais pas. Et en lisant ces titres, les titres de grands films dans lesquels vous avez joué, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, et puis la discussion m'intéresse, des titres de films qui pourraient parler de certains passages de votre vie. Est-ce que c'est peut-être comme ça que vous avez choisi ces films ? Des sujets qui étaient importants pour vous. Soyons modestes. Les actrices ne choisissent pas les films. On vous les propose si on a de la chance. Et quelquefois, il y a une concordance. Que quelquefois, on a l'impression que les metteurs en scène, ils devinent des choses que l'on cache un peu de sa propre vie et qui te donnent ce rôle-là. Justement, par exemple, ce film de Christiane Spiro qui s'appelle Si on faisait un bébé avec Patrick Chenet, eh bien, elle ne savait absolument pas qu'à ce moment-là, c'était mon grand problème de ne pas pouvoir avoir un enfant parce que j'ai eu des drames féminins et ben, c'est moi qu'elle a choisi pour jouer ce rôle. Et quand j'ai fini le film, je le lui ai dit. Tu sais que moi-même, je suis une femme probablement stérile et que ce film me touche particulièrement. Alors, elle était très émue, mais c'était comme une sorte d'instinct. Et je pense qu'il arrive au cours de la vie comme ça. Quand j'ai fait le film de Godard, c'était la même chose. Il m'a choisi, il ne se rendait pas compte à quel point il y a des antennes particulières qui circulent entre les metteurs en scène et les actrices et qui font qu'on est la bonne personne pour le bon rôle. Et c'est ça, et l'émotion que vous donnez, et l'émotion que vous ressentez, donc du fait que vous êtes ce personnage. Comme dit Claude Lelouch, plus le malheur est grand, plus il est grand de vivre. Et je crois que vous avez dû vivre avec un grand V, Macha Merrill, parce que vous n'aviez rien à perdre et parce que les attaches de femmes avec des enfants ne pouvaient pas forcément être les vôtres. Est-ce que je me trompe ? Moi, j'aurais voulu faire tout, ça aussi. Mais vous avez une liberté que les femmes qui avaient des enfants n'auraient jamais pu avoir. Vous croyez ? Alors peut-être, je pense qu'on a un devoir à partir du moment où j'ai su que c'était pas ça mon destin et que j'ai redoublé d'ambition dans d'autres domaines, évidemment. Mais je suis pas sûre. Je pense que les femmes sont très capables et qu'on peut arriver à mener tout de front et avoir et une famille et un métier et une ambition et une position politique. Je pense que c'est tout à fait dans nos cordes. Macha Merrill, des histoires d'amour passionnantes que j'ai recensées. 3, on va en parler évidemment, et vous savez ce qu'on dit, on peut aimer que 3 fois, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, 3 hommes de votre vie, le pianiste prodige français Michel Legrand, le réalisateur et producteur de cinéma italien Gian Vittorio Baldi, et ce photographe italien Luciano D'Alessandro que vous avez aimé entre ces 2 premiers hommes de votre vie, entre ces 2 et le premier et le dernier que vous avez épousé et à qui vous avez consacré un livre aujourd'hui, L'homme de Naples aux éditions L'Archipel, où vous recouvrez de votre joli minois la première page de couverture, 70 clichés de vous par le photographe italien Luciano D'Alessandro. Cet ouvrage a une histoire extraordinaire, racontez-nous. Oui. Alors d'abord, il n'y a pas que des photos de moi. Il y a une histoire importante. Oui, ce photographe était un photojournaliste, pas du tout un photographe d'actrice ou de mode ou de publicité. Quand je l'ai rencontré, je venais de divorcer de mon mari italien, de Gian Vittorio Baldi. J'étais un petit peu désaxée. Je ne savais pas si je devais rentrer en France ou rester en Italie. Bon. Et j'avais un projet de film que je voulais réaliser. Je sentais bien que j'étais un peu à l'étroit dans le rôle d'actrice, qu'il fallait que... Je pense que dans toutes les vies d'actrice, il y a un moment où on sent que c'est pas assez, alors où on écrit, où on met en scène, enfin, il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit exploser un peu. Et on me dit, va voir ce photographe, il est vraiment un grand spécialiste du sud de l'Italie. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui, et dès le premier soir, il y a eu un espèce de coup de foudre entre nous, sexuel.
c'est l'histoire la plus sexuelle de ma vie. Mais je peux vous dire que ça m'a fait réfléchir maintenant, avec la distance. Quand c'est très sexuel comme ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Non, j'exagère. Mais enfin, le sexe est une fin en soi. Et si c'est très fort et très, très occupant, parce qu'il faut du temps pour faire l'amour. Il faut du temps, de l'énergie, il faut des lieux, Et donc, avec la distance, maintenant, je m'aperçois que c'est probablement ça qui a fait que ça n'a pas marché. En fait, nous nous entendions pas du tout. Il était photographe, donc un homme un peu solitaire, un peu sombre, comme souvent sont les photographes, parce qu'ils sont inquiets, ils regardent l'actualité autour d'eux et ils sont troublés parce qu'ils voient. Ils photographient le malheur, tout le temps, les grands photographes de photojournalisme. Et moi, j'étais d'une carrière un peu hachée, une actrice mécontente de l'Italie, je voulais rentrer en France. Donc, vraiment, nos chemins n'étaient pas faits pour se croiser. Mais il y avait cette passion physique entre nous. Et surtout, lui qui ne voulait pas constituer un couple avec moi, il m'a photographié. Il m'agaçait, parce qu'il avait tout le temps son Leica autour du cou. Il me photographiait à tout moment. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il m'a photographié sans que je le sache, y compris quand je dormais, la nuit. Bon. Et un jour, là, il y a 3 mois, 4 mois, je reçois... Seulement. Ah oui, je reçois un coup de téléphone d'une conservatrice de musée à Naples et qui me dit « Nous voudrions faire une exposition de ce photographe. Il est décédé en 2016. Et est-ce que vous auriez la gentillesse d'identifier ces photos, de nous dire qui sont les personnages qui sont autour de vous ?» Et elle m'envoie toutes ces photos. Et il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas. Ça a été un choc, vous savez. Je me suis dit « Elles sont magnifiques, ces photos. C'est un très grand photographe. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est comme s'il me parlait de l'au-delà, qui me disent pourquoi elle m'a appelé cette dame, pourquoi elle m'a mis dans cette situation. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse connaître ce photographe, mais aussi il faut que je raconte cette histoire. Alors c'est né, ce livre, il a 2 pieds, c'est un récit, c'est de la littérature, mais c'est aussi des photos. Et je pensais que je trouverais jamais un éditeur pour faire ça. Et pour ma chance, j'ai rencontré Jean-Daniel Belfond, qui est un éditeur très ouvert, très éclectique, qui fait des choses très différentes, et qui m'a dit oui tout de suite. Et il m'a dit oui aussi en me laissant tout faire. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait la mise en page, j'ai choisi tout. La couve, le titre, etc. C'est très agréable, ça. C'est très délicieux et c'est le bénéfice de l'âge. Et de mon autorité personnelle. Et c'est une très belle liberté que vous allez continuer à nous raconter. Bien évidemment, Masha Merrill avec votre livre L'Homme de Naples aux éditions L'Archipel. Mon invité aujourd'hui dans un instant. On poursuit bien sûr cette interview et cette émission avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent également sur Radio J pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30, passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Sénigo. Rebonjour Alexandra. Rebonjour Cyrielle, à la une de l'actualité, Benyamin Netanyahou et Recep Tayyip Erdogan déclarent une nouvelle ère pour les relations israélo-turques. Au cours d'un appel, ils ont discuté des moyens possibles pour renforcer les relations économiques et politiques entre les 2 pays. Israël aurait envisagé d'accepter de fournir des systèmes de défense anti-aérien à Kiev, c'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky. Il affirme que cet engagement aurait été pris lors d'un entretien avec Benyamin Netanyahou la semaine dernière. À l'international, aux États-Unis, c'est officiel. Les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants. L'opposition s'octroie ainsi un pouvoir de blocage de la politique de Joe Biden jusqu'en 2024. En France, le président Emmanuel Macron se défend face aux critiques sur son déplacement prévu pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce matin, il a appelé à ne pas politiser le sport. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky revient finalement sur ses propos sur le missile tombé en Pologne. « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé », affirme-t-il, après avoir assuré que le missile avait été envoyé par la Russie. Et merci beaucoup Alexandra Sénigo. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Masha Merrill et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J, le 6-9.
Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88. Les 25 et 26 novembre, Shabbat festif et solidaire. Judaïsme en mouvement rend hommage à la culture ashkénaze. Au programme, office musical avec le rabbin Delphine Orviller, soirée cabaret yiddish sur une péniche avec Eric Slabiak de Joseph Joseph, Dave, Yuri Schreibman et So Cold en animateur de la soirée. Les 25 et 26 novembre, mobilisez-vous avec Judaïsme en mouvement pour la démocratie et les juifs ukrainiens. À réservation, judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci d'être avec nous évidemment. Si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, merci. On continue de découvrir notre invitée aujourd'hui, Masha Merrill, pour son livre L'homme de Naples aux éditions L'Archipel. Et bien sûr, nous parlions de cette rencontre, de cet amour bien sûr passionnel que vous évoquiez, Masha Merrill, avec donc ce photographe qui n'était pas que photographe évidemment. Et puis il faut quand même évoquer le fait que ça vous tombe dessus, cette histoire, ces photos vous tombent dessus par hasard, puisque c'est une dame qui vous appelle, qui travaille pour un musée. Et alors, ces clichés, vous les découvrez, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, mais vous ne les aviez jamais vus pour certains. Alors, il y en avait quelques-unes que je connaissais, qui m'avaient montré ces tirages. Je les aimais pas beaucoup, parce qu'à l'époque, je trouvais que j'étais moche sur ces photos, que j'étais un peu triste. C'était vrai. Vous avez une histoire, ça se lit sur les photos. Et j'étais pas une femme heureuse à ce moment-là. Et puis, il y avait quelques très beaux nus. Et vraiment, ça, je ne les connaissais pas. Parce qu'il n'avait pas osé me les montrer. C'est des photos qu'il avait faites soit pendant que je dormais ou dans ces longues nuits que nous passions ensemble. Et je les ai trouvées admirables. Parce que c'est pas des photos de moi. Ce sont des photos de nus, ce sont des photos d'une femme. Et ça, c'est là, je me suis prêtée à ça. Je suis heureuse de les montrer, ces photos. Pas parce que par vanité, mais parce que je pense que c'est un très grand photographe. Mais vous n'êtes pas pudique quand même, Masha Merrill. J'ai cru lire que ça ne faisait pas... Le tabou, c'est pas votre truc. Vous dites les choses, ça sert à rien. On est actrice, on offre son corps, son visage, ses mains, ses pieds, et pourquoi pas le reste du corps. Je trouve que c'est une fausse pudeur, celle de ne pas, d'avoir ces espèces de pureté, je ne sais pas quoi. C'est fini, c'est ridicule. Je pense que la nudité, c'est magnifique. Même, surtout quand on n'a pas un corps parfait. Je trouve qu'il faut montrer les femmes telles qu'elles sont. Et je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Et de toute façon, quand on regarde les nouvelles campagnes d'affiches publicitaires, on voit bien que la vérité est mise au grand jour et bien loin des standards qu'il y avait il y a quelques années. Mais cette question, Masha Merrill, ces photos ont été conservées. Vous avez été préservée dans ce carton où il y avait écrit « à mort ». Si elles étaient sorties à l'époque, est-ce que vous pensez qu'elles auraient fait un tollé ? J'en sais rien. Elles ne sont pas sorties. Voilà. Vous avez été respectée. Il faut respecter le destin. Ces photos, elles sont restées dans un carton pendant très longtemps. Il y avait probablement une raison. Moi, je suis assez sensible à la fatalité. Je crois que si elles sont arrivées maintenant, c'est que c'est maintenant qu'il fallait les montrer et que c'est maintenant, justement, ces photos d'il y a 40 ans. Hein. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, ce sont des photos sans aucune retouche. C'est du noir et blanc et c'est le dogme à l'époque de ces photographes qui ressemblait beaucoup à la nouvelle vague. C'est-à-dire, on ne change rien de la lumière, on ne bouge pas les meubles, on ne change pas une ampoule pour que ce soit plus lumineux. Et
tout réside justement dans la relation entre le photographe et la photographiée. Au début, je voulais l'appeler comme ça, ce livre, Le photographe et la photographiée. Et mon éditeur a dit non, ça va te mettre dans le réseau des photographes et c'est pas assez universel. Et je suis d'accord, je pense qu'il fallait que je mette l'accent aussi sur cette relation que j'ai eue avec lui. C'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est une histoire d'amour, c'est aussi un homme que vous mettez aussi en lumière, parce que ce livre, même si c'est vous qui êtes sur les clichés, il n'y a pas que vous. Et cette histoire, c'est l'homme de Naples, cela porte un titre. Qui était-il, cet homme de Naples ? Alors justement, c'était aussi l'époque. C'était tout de suite après 68. Et on avait le devoir, nous les femmes, j'avais une trentaine d'années, 35, d'être un peu exemplaires. C'est-à-dire de ne pas faire des couples banals, un peu comme ça, plan-plan, allez, on se met ensemble parce qu'on est bien. Non, nous avions aussi une vocation identitaire, politique. Il fallait que nous soyons les meilleurs. Et je crois que ça a duré assez longtemps. Moi, je suis quand même de cette génération-là. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, parce que vous ne savez pas comment c'était avant, quand il n'y avait ni la pilule, ni l'éruption de grossesse, ni le test ADN. Mais nous, on a connu tout ça. C'est-à-dire que nous avons vraiment pris en main la vie. On est devenu l'émancipation des femmes, c'est ça. Et l'arrivée des femmes dans le monde du travail a beaucoup changé le travail. Je trouve que tous les métiers se sont professionnalisés grâce aux femmes. Pourquoi ? À cause de cet engagement, justement. Et ça avait aussi des incidences dans le couple. Donc moi, avec ce garçon, j'étais pas fâchée qu'il ne souhaite pas m'offrir une situation, m'épouser, me donner une maison. Non, on voulait faire un couple un peu formidable, un peu exceptionnel. Mais finalement, voilà. Vous avez tout dit, Macha Merrill. Vous ne vous entendiez pas sur le fond, mais plus sur la forme. Mais finalement, cet homme, il ne vous a jamais oublié, puisque le jour de votre mariage avec Michel Legrand, il vous a appelé. Alors ça, c'est bouleversant, que probablement, cette époque-là l'a marqué. Il avait gardé toutes mes photos dans un carton qu'on a trouvé, et il y avait écrit dessus « Amore ». Donc j'ai incarné peut-être pas l'amour, mais la femme. Je pense que j'ai été un peu un accident dans sa vie, c'est-à-dire qu'il était, lui qui photographiait les tremblements de terre, les guerres et les photos sociales, tout d'un coup de photographier une femme, ça l'a fait réfléchir, ça l'a troublé. Et je pense que j'ai été une épine dans son pied, autant qu'il l'a été dans le mien. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose quand même, qui sont ces photos. Et ça, elles resteront pour toujours. Macha Merrill, est-ce que vous pensez qu'on a plusieurs amours ou au final un seul importe ? Ah, alors ça c'est le sujet le plus important. Je veux rendre hommage aux petites histoires, aux histoires courtes qui ont l'air d'être, qu'on les archive parce qu'elles n'ont pas marché, et bien elles sont peut-être aussi fondatrices que les histoires durables avec lesquelles on passe sa vie. Alors, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais je trouve que justement, certaines histoires comme ça, fugaces, et qui n'ont pas d'avenir, nous permettent de nous connaître et de nous découvrir. Il faut pas les maltraiter. Il faut pas en avoir honte. Il faut accepter qu'on a, au cours de la vie, plusieurs histoires. Je suis sûre, ici, autour de la table, que vous avez tous vécu des choses qui n'ont pas roulé et qui, finalement, vous ont laissé un souvenir impérissable. Voilà. Et il faut honorer ça, parce que ça fait partie de la croissance d'une personne. On a le droit d'avoir des histoires passagères. Mais une histoire quand même qui se raconte forcément, Macha Merrill, une belle histoire qui se raconte que sur un air de Michel Legrand. Ah ben oui, ça va. De toute façon, tout va bien sur Michel Legrand. Alors cet homme, Michel Legrand, c'est un artiste incroyable que beaucoup de gens connaissent et que beaucoup de gens reprennent dans cette émission parce que vous savez, en fin d'émission, du lundi au mercredi, nous avons des coups de cœur. Levana Berda, il y a quelques jours, a chanté Les Moulins de mon cœur. Hier encore, nous avions Jérémy Ababou qui chantait également Les Moulins de mon cœur. C'est une chanson grandiose, c'est un artiste grandiose et votre première rencontre l'a été puisqu'il y en a eu deux finalement. Racontez-nous. Alors ça, c'est ma grande histoire, c'est ma chance, parce que nous nous étions connus en 64. Mon Dieu, vous n'étiez pas nés tous, là, que vous êtes là autour de moi. Et donc, j'avais 20 et quelques, et lui, 30. Ça a été un amour fulgurant, mais il était marié, il avait 2 enfants, dont un bébé. Et moi, j'allais me marier avec un type que j'ai pas épousé d'ailleurs, parce que quand j'ai compris qu'après ce coup de foudre, ça veut dire que l'autre, il tenait pas la route. Et on s'est dit non, c'est pas possible. Et ma vie, je l'oublierai jamais. On a passé 4 jours ensemble, très intense. On n'a pas couché. Parce que 64, on couchait pas. Alors, je me rappelle Ruquier qui m'a dit, allez, à l'époque, tout le monde... Non, on faisait attention. Et surtout, nous savions que c'était le grand amour. Et donc, on voulait pas qu'il soit,
qu'il tourne en amourette de voyage. Donc, c'était au Brésil, au festival de Rio. On se quitte et il me dit « dans une autre vie ». Et bien, cette autre vie est arrivée 50 ans plus tard. On s'est retrouvés, je jouais dans une pièce de théâtre, il m'a vu et il m'a dit « ce coup-ci, je t'épouse ». Je dis « attends, on va voir, d'abord, on passe un petit moment ensemble ». Et puis, au bout de 3-4 jours, on a compris tout de suite que tout était absolument intact. Notre amour était exactement le même que quand nous avions 20 ans. Alors, ça, c'est un coup de bol d'avoir retrouvé son amour de jeunesse. Et surtout, c'est un coup de bol d'avoir aimé et avoir été aimé. Je sais ce que c'est d'être aimé. Être aimé, c'est qu'il aimait tout de moi, y compris mes défauts. Que tout l'enthousiasmait, tout l'amusait, tout lui paraissait charmant. On se chamaillait sur plein de questions, quand même. Ne croyez pas que c'était tout ça de l'eau de rose du début jusqu'à la fin. Mais c'était ça. C'est que, quoi que je fasse, j'étais sa femme et pas une autre. Vous êtes merveilleuse, Macha Merrill. J'ai des frissons en vous écoutant et je pense que je ne suis pas la seule. Peut-être que les histoires les plus passionnantes sont celles aussi parfois sans attente. Est-ce que cette histoire faisait partie d'une histoire sans attente, être aimé pour ce qu'on est et on ne demande rien à l'un ni à l'autre? Ça, c'est autre chose. C'est ce que je prétends depuis toujours. Quand la vie vous fait un signe, quand elle vous dit « viens », il faut y aller. Il faut prendre des risques, même si vous risquez de vous casser la gueule, de prendre un bec, il faut y aller. Parce que c'est toujours... Il ne faut pas être ingrat avec la vie. Si la vie vous propose quelque chose, il faut avoir le courage d'y aller. Et quelquefois, on sait que c'est un peu dangereux, qu'on a la trouille, on risque de se faire mal. Eh bien, tant pis. C'est ça qui construit une personne. J'allais vous demander un conseil d'amour, Macha Merrill, mais vous venez finalement de nous le donner. Certaines femmes vous ont parlé de leur solitude et évoqué cet amour de jeunesse qu'on est forcément envie de... Enfin, qu'en vous écoutant, qu'on ne peut que se remémorer, évidemment, pour nombreux de personnes qui nous écoutent. Alors, est-ce que vous pensez que si on a ce regret, il faut quand même y aller aujourd'hui ? Le regret de quoi ? Le regret de ne pas avoir dit certaines choses ou retrouver ce premier amour. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Il faut parler, il faut se dire. Et même si on est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, il faut se faire un peu violence et il faut parler. Il faut parler. Et on va bien sûr continuer à parler avec vous dans cette émission et on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Et tout de suite, nous partons au théâtre avec Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Macha Merrill. Bonjour. Alors moi, aujourd'hui, après vous avoir écouté, là évidemment, je suis un peu retournée. Mais j'ai eu envie de vous parler d'une œuvre théâtrale d'une puissance incontestable. C'est La Mouette de Tchekhov. Pour deux raisons, parce que je crois, Macha, que c'est une pièce que vous aimez particulièrement. Tchekhov, vous savez, il n'y a rien à acheter dans Tchekhov, c'est magnifique, c'est comme Molière. Et surtout, là, il y a une raison, c'est que c'est moi qui ai amené ce metteur en scène, Andrei Konchalovsky, qui n'avait jamais fait de théâtre, au théâtre de l'Odéon. C'était Streller à l'époque qui dirigeait. Donc j'ai agi aussi un peu comme agent de liaison pour cette affaire-là. Et ça a été un succès extraordinaire parce que c'était, imaginez la distribution, Juliette Binoche dans Nina, Dusselier dans Trégorine, moi dans Arkadina, Jean-Pierre Écoffé dans le Treplev, Jean Bouise qui hélas nous quittait et qui était déjà très malade mais qui était dans le docteur. Christine Murillo dans le match. C'était une distribution, mais de rêve. Alors, surtout, ce qui était intéressant, c'est que nous l'avons joué à la russe. Avec des instructions de l'école du Wagonov. C'est ce que vous alliez dire en plus, c'est incroyable. Exactement, parce qu'en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est parce que moi, j'ai aussi choisi cette pièce, évidemment, parce qu'elle véhicule l'âme slave, en fait, et ça la rend évidemment particulière. En fait, il n'y a pas plus russe, finalement, que cette tragédie des illusions perdues et qui se passe dans une datcha éloignée de Moscou. Je raconte un petit peu pour nos auditeurs. Et on pourrait presque résumer la pièce comme ça, en fait. Ennui, désœuvrement, rêve de gloire et vodka. Amours incomprises, art qui sauve ou qui perd
et vodka. Neige, partie de cartes, coup de fusil et vodka. Finalement, on retrouve les personnages qui sont chers à Tchekhov, des intellectuels fatigués, des médecins désabusés, des comédiennes égocentriques aussi. Et parce que oui, l'ego est au centre de la pièce puisque les passions ne sont pas partagées. Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui ne se rencontrent jamais. C'est ça qui est très très beau, c'est qu'ils se croisent. C'est comme dans Pirandello, ils ne sont jamais tout à fait en phase. Oui, dans la pièce, il y a ce personnage de Medvenko qui est le maître d'école et qui est amoureux de Masha, la fille de l'intendant. Mais Masha, elle est amoureuse de Treplev, qui est écrivain. Mais lui, il est amoureux de Nina, qui est comédienne, jeune. Il lui écrit une pièce de théâtre. Et Nina, elle s'est amourachée de Trigorine. Mais Trigorine, qui est un homme de lettres assez renommé, eh bien, c'est l'amant d'Arkadina, qui est une célèbre actrice et qui est en même temps la mère de Treplev. Alors, autour d'eux, on joue aux cartes, on dîne, on se plaint, on philosophe. Finalement, tous les personnages aspirent à l'amour, à la reconnaissance, et ils n'y parviennent pas. Et puis à l'acte 2, on a Treplev qui dépose au pied de Nina une mouette qu'il a eu la bassesse, c'est comme ça que c'est écrit, de tuer. Et c'est une façon de dire aussi son désespoir d'homme, de fils mal aimé, d'écrivain raté. Et puis il annonce son suicide. Et cette mouette, finalement, c'est le symbole de la pièce qui représente aussi Nina, qui est persuadée de sa vocation d'actrice, mais qui s'enfuit à Moscou avec Trigorine. Donc, et puis dans le dernier acte, qui se déroule 2 années plus tard, on se rend compte qu'elle n'avait pas forcément raison, puisque Nina et Trigorine, ils ont fini par se séparer, donc ça n'a pas tellement bien marché, leur histoire. Et puis, malgré tous ses efforts, elle est restée une actrice de second rang. Elle est dévastée par sa relation, qui n'a pas marché avec Trigorine. Et Masha, elle, a quand même résolu de se marier avec Medvenko. Et finalement, cette pièce, c'est une pièce un peu sans vrai héros, en fait. C'est une pièce où il n'y a pas d'action spectaculaire, c'est une œuvre de l'implicite, et dans laquelle Tchekhov aborde aussi la thématique des illusions perdues, avec des jeunes gens qui désirent s'adonner au métier artistique, et puis qui finalement courent après des chimères, d'une certaine façon. Et à travers cette mouette, il joue sur le symbole du jetable, en fait, un coup de fusil, et puis c'est terminé. Le mot mouette, je crois qu'en russe, il y a une résonance particulière. Tchaïka. Oui, c'est ça, Masha Merrill. Il y a une voiture qui s'appelle comme ça, une Tchaïka. Alors, je vais vous dire, c'est surtout, et c'est ça la grandeur de l'œuvre de Tchekhov, de toutes les pièces de Tchekhov, c'est que c'est la fin d'un monde. Oui. C'est la description d'un monde qui allait finir, comme s'il avait eu l'intuition de ce qui allait se passer. Que cette Russie-là, cette aristocratie-là, qui traîne d'une maison à l'autre, avec des ambitions dont ils ne sont pas sûrs, etc., c'est fini. Ce sont des vies inutiles. Et je pense que c'est d'abord vu par un dramaturge, c'est très émouvant, etc. Mais finalement, c'est une pièce pleine d'espoir qui dit il faut que tout ça change. Oui, Si vous pensez à la Cerisée, par exemple, c'est la même chose. C'est l'entrepreneur qui achète la propriété à cette femme un peu évaporée qui revient de Paris. C'est-à-dire que c'est le changement de siècle et le changement d'époque. Oui, et je trouve que ce que vous dites là est très juste. En fait, ça rend la pièce précieuse, ça rend ces personnages précieux. Et finalement, je crois qu'il y a un moment donné où Tchekhov, dans son œuvre, écrit « Il faut peindre la vie non pas telle qu'elle est, ni telle qu'elle doit être, mais telle qu'elle se représente en rêve. » Et moi, j'ai un peu l'impression que cette mouette, finalement, elle est là, elle sublime tout. C'est une pièce qui remue un peu du côté de nos attentes, qui sont souvent un peu triviales ou inaccessibles, comme celle des personnages dedans. Et en fait, à 2 pas, on pourrait imaginer que l'accessible est négligé. Et c'est un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut saisir la vie quand elle est là et quand elle nous tient. Mm-hmm. Et je crois que c'est ça, en fait. Mais surtout, il faut avoir des rêves. Oui. Et il faut, même si on ne les réalise pas, il faut toute sa vie poursuivre un rêve. Et ça, je pense que c'est vrai pour toutes les vies. C'est pas que seulement les artistes. Mais vous savez, ce qui était très intéressant dans cette pièce, c'est que nous n'avons pas du tout joué d'une façon nostalgique, comme jusqu'à présent on jouait Tchekhov. C'est du burlesque. Chez Tchekhov, c'est une satire. C'est presque comme du Feydeau par moment. C'est-à-dire qu'il y a une telle... du cynisme. Une telle superposition des catastrophes et des malheurs qu'il y a de quoi rire. Et c'est ça qui a été la grande découverte que j'ai faite en jouant ça, c'est que quand on joue à la russe, on joue pas du tout nostalgique, on joue plein de vie. Rigolo.
plein de vie. Voilà. Juste pour terminer, je voudrais rajouter un mot. Là, en vous écoutant, ça vient comme ça, mais ça me fait penser à cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Exactement. De toute façon, le réel est très très ennuyeux. Il faut absolument vivre des illusions. C'est bien plus rigolo. Merci beaucoup Emma Scali pour cette très jolie chronique. Et puis puisqu'on parle de théâtre, obligé d'en parler avec vous, Macha Merrill, puisque vous serez bientôt au théâtre en janvier dans une pièce qui s'appelle Une étoile. Ce sera au Théâtre Montparnasse. Absolument. Un petit mot là-dessus? Oh, c'est une pièce extraordinaire. Je suis très heureuse de jouer ça. C'est une pièce d'Isabelle Lenouvel Arestrup. C'est l'épouse de Niels Arestrup, qui a un talent fou et qui est un rôle absolument formidable pour moi, parce que c'est un portrait de la beauté du vieillissement. C'est-à-dire comment est-ce que le vieillissement peut être une chose glorieuse au lieu d'être une chose affligeante. Alors j'espère que ça donnera du courage à tout le monde. Voilà. Non, mais oui, mais honnêtement, vous vieillissez très très bien, Macha Merrill, et j'ai envie de dire que ça ne fait que vous effleurer. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Macha Merrill. C'est le moment de la chronique émotion. On va parler de vos goûts culturels et d'artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. On commence en musique avec l'un de vos albums du moment. Il s'agit de Cinéma, du pianiste Alexandre Tarot, qui a repris au piano plusieurs musiques de films. On peut entendre le morceau Concertino, tiré du film Un été 42, sorti en 1971. Une musique composée par un certain Michel Legrand, Macha Merrill, que vous avez plutôt bien connu, puisqu'il a été votre époux de 2014 à 2019, jusqu'à sa disparition, donc en 2019. Il aurait d'ailleurs fêté ses 90 ans cette année. Alors Michel Legrand, il était évidemment un très grand compositeur de musique de film, notamment une passion qu'il avait acquise auprès de son père, le compositeur Raymond Legrand. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous le savez sans doute déjà, il avait donc fait ses premiers pas auprès de son papa, pour lequel il avait écrit des orchestrations et des arrangements sans toutefois être crédité. Il s'est bien rattrapé plus tard. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Alors évidemment, Michel Legrand, il laisse une œuvre immense, il laisse dans votre cœur un souvenir immense. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la rubrique émotion, moi, il y a quelque chose que je ne savais pas et que j'ai découvert en préparant cette émission, c'est que Michel Legrand est donc enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, et sur sa tombe figure une plaque à votre nom, puisqu'il est écrit à côté du sien Macha Merrill 1940. Alors ce n'est pas banal. Trois petits points, voilà, le plus tard possible. Alors Macha Merrill, moi il y a une question qui me taraude, c'est est-ce que vous avez tenu à poser votre nom parce que pour manifester votre désir d'être auprès de lui, ou est-ce que c'est un désir inconscient de le rejoindre ? Les deux, et c'est surtout une décision que nous avions prise ensemble. Un jour il m'a dit, tu sais, on va mourir ensemble. Je vais prendre un avion et on va se précipiter contre une montagne ensemble. T'es d'accord ? J'ai dit oui, si c'est ça que tu penses qui est mieux, et puis qu'on meurt ensemble. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il souhaitait véritablement qu'il n'y ait aucune distance entre nous. Et puis, d'un autre côté, c'est une façon de dire que non seulement je suis près de lui, mais lui est avec moi. Il ne me quitte pas. Je continue à vivre avec lui jusqu'à la tombe. On va poursuivre avec de la littérature et votre livre de chevet du moment, Macha Merrill. Oui, il s'agit de L'exil à domicile de Régis Debray, un livre publié le 3 novembre aux éditions Gallimard. Un livre clairement centré sur la résilience, Macha Merrill. Quelque chose qui vous parle forcément, vous qui avez connu plusieurs drames dans votre vie. Alors, l'une des morales de cet ouvrage, c'est qu'on peut, avec le recul et le temps, prendre avec le sourire des choses que l'on prenait dans le passé trop au sérieux. Dans sa réflexion, Régis Debray nous démontre qu'avec le temps, les déchirements intellectuels, les bisbilles politiques et autres plans sur la comète qu'on s'est tracés dans une vie se fanent inexorablement avec le temps. Et au bout de cette quête de la résilience, une récompense, le bonheur et la sensation que malgré les questionnements, plus le temps passe et plus on se rend compte que la vie est belle et bien digne d'être vécue. Belle et bien digne d'être vécue, excusez-moi, j'en bafouille. Alors vous qui avez traversé des épreuves très dures, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Macha Merrill, vous qui, à propos de résilience, avez un jour déclaré « Je pense que nous sommes constitués par nos souffrances. Le chagrin est à la vie ce que l'antimatière est à la matière. Je m'attends à souffrir, bien que je lutte de toutes mes forces pour être heureuse. » Ce sont vos mots. Ah, je suis fortiche, c'était bien dit. Alors, je me suis un petit peu fritée avec... C'est un ami, Régis Debray, je dis, il faut arrêter de se plaindre. Parce qu'il se plaignait quand même un petit peu de ne pas avoir réussi, que ses grands projets politiques avaient un peu échoué.
Il a été un révolutionnaire avec le Che Guevara. Mais il est un homme qui vit en France, qui s'exprime, qui publie ses livres, qui est écouté. Donc je pense que tout de même, il ne faut pas qu'il se plaigne. Mais il dit un truc formidable dans ce livre. Il dit que nous sommes entourés de morts qui sont disponibles. C'est-à-dire, imaginez que vous puissiez dans une librairie prendre n'importe quel livre, Proust ou Simone de Beauvoir ou Colette ou Flaubert, et que tous ces morts, ils sont de nouveau vivants. Et que nous vivons avec toutes ces personnes qui sont à nous, qui sont à notre disposition. Et ça m'a beaucoup plu, cette idée-là. Parce que c'est vrai que dès qu'on a fait quelque chose de bien dans sa vie, eh ben ça reste pour toujours. Alors l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de faire quelque chose de pas trop mal. On va terminer cette chronique avec un dernier film que vous aimez, Macha Merrill. Oui, il s'agit de Faute d'amour. Alors, vous l'avez prononcé tout à l'heure, de Andrzej Zwiagintsev. Très difficile. Je me suis entraîné, j'ai pas arrivé. Zwiagintsev, c'est épouvantable. Zwiagintsev, donc, Faute d'amour, hein, c'est un film dramatique russe sorti en 2017 et qui a obtenu le prix du jury du Festival de Cannes cette année-là. Alors, le film raconte l'histoire d'une famille moscovite sur le point de divorcer, Boris et Evgenia. Les deux héros ne s'entendent plus. Il leur reste en commun un appartement qu'ils cherchent à vendre pour retrouver leur liberté, ainsi qu'un fils, Alyosha, âgé de 12 ans. Les deux époux ont chacun refait leur vie en quelque sorte, puisque Boris a une nouvelle compagne qui attend un enfant de lui, tandis que Genia a rencontré un homme riche qui semble prêt à l'épouser. Et forcément, au milieu de tout ça, le petit Alyosha se sent totalement délaissé, avec l'impression d'être devenu un poids pour ses deux parents. Et puis un matin, Alyosha part à l'école et ne revient plus. La police est prévenue, des recherches sont menées. Je ne vais évidemment pas dévoiler la suite de l'intrigue pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu ce film. Bref, Faute d'amour, c'est un film bouleversant qui met en lumière les effets mortifères d'un individualisme forcené, avec ses obsessions matérialistes et sa capacité à faire table rase de ce qui préexiste, à l'image de cet enfant de 12 ans qui devrait être le centre du foyer et qui devient presque un intrus. On comprend que ce film vous touche, Macha Merrill. Vous qui déclariez, et c'est par là que je terminerai, je ne vois aucun progrès de l'humanité. La violence ravage l'intime et l'accès élargi à la culture a fait d'elle une marchandise. Et c'est aussi un portrait de la Russie d'aujourd'hui. Un portrait très, très, très lucide et de la société russe d'aujourd'hui. Et ce plan du petit garçon qui pleure dans son placard, c'est un des plans les plus bouleversants. Depuis Le voleur de bicyclette, je ne connais pas un plan plus bouleversant que ça. L'acteur est extraordinaire. Le petit garçon est formidable. Tous les acteurs sont formidables. Parce que les acteurs russes, attention, c'est quelque chose. Mais c'est surtout que, voilà, c'est un film qui a l'air désespéré, mais qui nous dit attention. Il y a des choses sur lesquelles qu'il faut garder, qui sont sacrées. Merci beaucoup Macha Merrill et merci beaucoup Jérôme Goulon. Bien sûr, on poursuit tout de suite cette émission ensemble, mais d'abord, le journal de l'info sur Radio J. D'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. C'est disponible, monsieur Garcia. Parfait. Et je n'ai rien à payer pour les lunettes. Oui, chez Optical Center, vous avez 0 € de reste à charge. Elles sont superbes, merci. Je vous souhaite de ne voir que de belles choses avec. Et justement, tu préfères quoi, chérie? Bourgogne ou Normandie? C'est le nom des modèles? Non, les lunettes, c'est ok, choisis celle que tu veux. Mais comme il n'y a rien à payer, je réserve un hôtel pour le week-end. Alors? Avec un spa? Mademoiselle? Ah oui, pardon, je regarde. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Et bénéficiez de l'offre 0 € reste à charge sur une sélection de lunettes correctrices et d'appareils auditifs. Valable du 1er janvier au 31 décembre 2022. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Le Bnei Brit Ben Gurion vous invite à son 25e salon des écrivains le dimanche 20 novembre dans les salons de la mairie du 16e. Invité d'honneur, Emmanuel Navon en dédicace et en conférence. Invité exceptionnel, Boilem Sansal. Plus de 100 auteurs, parmi lesquels Shmuel Trigano ou encore Alexis Lacroix. Littérature, histoire, humour, art, politique, philosophie et un espace jeunesse. Le 25e salon des écrivains, c'est dimanche 20 novembre à partir de 14h à la mairie du 16e. Entrée libre. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information présenté par Alexandra Sénigou.
Rebonjour Alexandra. Rebonjour Cyrielle. À la une de l'actualité, une première historique. Le président Yitzhak Herzog se rendra à Bahreïn le mois prochain. C'est la première fois qu'un chef d'État israélien se rend dans le pays. Yitzhak Herzog qui répond ainsi à l'invitation du roi Al-Khalifa. Diplomatie toujours, Benyamin Netanyahou et Recep Tayyip Erdogan annoncent le début d'une nouvelle ère pour les relations israélo-turques. Les deux leaders se sont entretenus au cours d'un appel ce midi. Benyamin Netanyahou a exprimé ses condoléances pour le meurtre de citoyens turcs lors d'une explosion survenue à Istanbul cette semaine. Il a offert l'aide d'Israël dans la lutte contre le terrorisme. Les deux dirigeants ont également discuté des moyens possibles qui pourraient renforcer les relations économiques et politiques entre les deux pays. Israël aurait-il accédé à la demande du président ukrainien? Selon Volodymyr Zelensky, l'État hébreu aurait envisagé d'accepter de fournir des systèmes de défense antiaérien à Kiev. Le président ukrainien affirme que cet engagement aurait été pris lors d'un entretien avec le Premier ministre élu Benyamin Netanyahou la semaine dernière. D'après le Maariv, Volodymyr Zelensky aurait rappelé au leader du Likoud qu'il s'agissait d'une priorité absolue pour son pays. Ce à quoi Benyamin Netanyahou aurait répondu qu'il allait réfléchir à la manière dont il pouvait aider l'Ukraine. Des explications de Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements israéliens. Pour Israël, la meilleure des choses, c'est de rester complètement neutre. Israël n'a rien à voir dans ce conflit et ne doit pas s'y impliquer d'aucune manière que ce soit, sauf sur le plan humanitaire, sur le plan civil, c'est-à-dire des aides médicales, des aides en nourriture, des aides en équipement. Certainement pas le dôme de fer, qui ne correspond d'ailleurs pas du tout à la menace à laquelle fait face l'Ukraine par rapport aux Russes. Il y a d'autres systèmes plus efficaces et les Américains eux-mêmes se refusent pour l'instant à donner ces systèmes à l'Ukraine. Raphaël Jérusalemi au micro d'I24 News. Le dossier du nucléaire iranien toujours au cœur des inquiétudes de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une inspection devrait avoir lieu d'ici la fin du mois à Téhéran. Une visite que le directeur de l'agence, Raphaël Grossi, espère bien maintenue. Il veut aborder la question de 3 sites non déclarés où des traces d'uranium avaient été découvertes par le passé. Le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique a de son côté assuré hier qu'aucune visite d'une délégation de l'AIEA n'était à l'ordre du jour pour le moment. Par ailleurs, le drone ayant frappé le pétrolier au large d'Oman a été identifié. D'après des responsables américains et israéliens, il a été lancé par les gardiens de la Révolution. À l'international, aux États-Unis, les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Après avoir échoué à s'emparer du Sénat, le Parti conservateur ne disposera toutefois que d'une très courte majorité à la Chambre basse. L'opposition s'octroie ainsi un pouvoir de blocage de la politique de Joe Biden jusqu'en 2024. Et puis on termine ce journal avec en France, le président Emmanuel Macron qui se défend face aux critiques sur son déplacement prévu pour la Coupe du Monde. Écoutez le président Emmanuel Macron. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et la vocation, d'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut en toute honnêteté se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Le président Emmanuel Macron sur BFM TV. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve bien sûr demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Macha Merrill sur Radio J. Bien sûr, vous n'oubliez pas également de réagir, poser vos questions dans quelques minutes. Pour ce faire, il suffit d'appeler au 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26, mais aussi désormais en Facebook Live, mais aussi sur Twitter Live. Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Demain, je recevrai Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils? Oh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais si, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs. Oh, ça s'arrête jamais ce truc. Alors on les choisit ces lunettes? Ici? Maintenant. Oh, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2022. Dispositifs médicaux, conditions en magasin.
Venez découvrir le nouveau spectacle de Michel Drucker, De vous à moi, au Studio Marigny. Représentation spéciale au profit de la Tzedaka FSJU, dimanche 20 novembre à 18h. Michel Drucker nous fait voyager à travers le temps, avec humour et autodérision, au gré de ses souvenirs qui sont aussi les nôtres. Attention, nombre de places limitées. Réservez très vite sur tzedaka.fsju.org ou au 01 42 17 11 68. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ben Gourion, Netanyahou, Bennett, l'État d'Israël, Tsahal. Toute l'actualité d'Israël est traitée par Israël Magazine. Ce sont des milliers d'abonnés partout dans le monde qui suivent et attendent impatiemment chaque mois depuis 20 ans le magazine avec ses signatures marquantes. Guy Millière, Richard Darmon, David Reinhardt et André Darmon. Israël Magazine, 01 86 98 27 27. S'abonner à Israël Magazine, c'est s'abonner à Israël. 01 86 98 27 27. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, eh bien merci d'être avec nous. Et si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, mon invité, Masha Merrill, pour son livre L'homme de Naples aux éditions L'Archipel. Et bien évidemment, Masha Merrill, il y a quelques secondes, l'actualité, cette actualité flamboyante évidemment. Nous parlons encore d'Israël avec l'Ukraine ou encore la Russie avec Zelensky pour l'Ukraine qui demande de l'aide. Est-ce que vous pensez que ça doit être le cas ou vous pensez qu'au contraire, on ne doit pas se mêler de ce conflit? Ah non, il faut tout faire pour aider l'Ukraine. Absolument, parce que là, il s'agit d'un combat. Écoutez, quand on a un pyromane dans la pièce d'à côté, on lui enlève les allumettes. Voilà, Monsieur Poutine est un homme dangereux et il faut tout faire pour essayer de l'éliminer de la surface de la politique mondiale. Voilà. Ça reste cohérent avec ce que nous avez dit depuis le début, évidemment. Et puis maintenant, on va passer à une séquence sourire, parce que ça fait du bien aussi. Est-ce que vous aimez cuisiner, Masha Merrill? Ah oui, j'ai écrit des livres de cuisine, ma chère. Des best-sellers, d'ailleurs. Il est sur vrai. les pâtes, sur le riz, sur comment faire la cuisine rapidement et tout ça. Non seulement j'aime faire la cuisine, mais je pense que c'est fondamental. C'est un geste d'amour, puisque c'est une façon de faire plaisir aux gens qu'on aime. Et puis, c'est aussi la curiosité. C'est hautement culturel, la cuisine. On arrive ça bouge tout le temps. On apprend tout le temps des choses nouvelles, des produits nouveaux, des façons de faire nouvelles, des casseroles nouvelles. C'est formidable, la cuisine. Eh bien, vous savez quoi, Masha Merrill? Maintenant, vous allez vous faire croquer et même cuisiner, puisque c'est le coup de fourchette avec Sam Bérébi sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour Masha Merrill. Bonjour. Ça va? C'est mieux que la fourchette que le couteau, j'aime mieux. Ouais, la fourchette c'est plus sympa. D'accord. Alors qui dit coup de fourchette dit plat. Donc je vais parler de votre plat préféré d'abord, la poêlée de cèpe à l'ail. C'est bon. C'est maintenant, c'est surtout maintenant. C'est raffiné. Moi je C'est veux la dire la saison. vérité, ma mère elles ont fait des très bons des champignons. Alors ma mère elle cuisine très bien. Mais faut dire, elle a pas trop la notion des proportions. C'est-à-dire, ma mère, quand elle cuisine, c'est un concept. Ça peut nourrir une famille pendant un mois quand elle cuisine. Tu vois. Vous savez, c'est un concept. Mais c'est merveilleux. Il faut congeler. Il faut congeler, mais elle cuisine trop. Elle cuisine trop, ma mère. Et vous avez un point commun avec ma mère. C'est, je sais que quand vous recevez des invités chez vous, vous voulez tout gérer. C'est vrai ou pas? Vous voulez que personne vous aide? Attention, même à part si c'est des pros de l'hôtellerie, on m'a dit. Oh là là, oui, la fourchette, oui, le couteau, le nombre de verres, que ce soit bien horizontal. Je suis très emmerdante. Mais je pense que ça fait partie de la beauté de l'hospitalité. Alors, l'esthétique, ça compte aussi. C'est l'esthétique, c'est vrai. Alors, ma mère, c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire, la dernière fois. Elle est formidable, votre mère. Moi, je sens que. Vous expliquez. Il est amoureux de sa mère un peu, lui. Non, la dernière fois, je vais vers elle. Attendez, je vais vers elle pour l'aider. Je lui dis, maman, t'as besoin d'aide. Elle dit, non, Samuel, c'est bon, c'est pas la peine. Non, ça veut dire qu'elle sait que vous faites pas bien. Et alors, elle est sûre que vous allez tout rater. C'est quoi le pire? 20 minutes après, elle voit que c'est le bordel dans la maison. J'en ai marre, de toute façon, personne ne m'aide dans cette maison. C'est pas possible. C'est pas vrai, vous êtes là. J'aide et elle veut pas Sauf que vous êtes sur le canapé et vous jouez à quelque chose d'autre. Non, je veux l'aider et elle peut pas recevoir l'aide. J'ai envie de vous poser une question. Entre nous, comment vous faites pour paraître aussi jeune? Parce que vous faites plus jeune que moi. Je parais pas jeune, je suis jeune. C'est une bonne réponse, ça, dis donc. Vous êtes jeune, mais vous paraissez encore plus jeune que jeune. Ah, alors, quand on me dit « vous ne changez pas », je réponds « si, je m'améliore ». C'est vrai. Et alors, parce que je pense que je suis beaucoup plus belle maintenant qu'avant. Je te jure, je pense qu'on s'améliore. La vieillesse n'est pas une calamité. C'est une somme de choses qui se voient sur le visage et ça peut être très séduisant.
C'est vrai. Est-ce que je te plais, par exemple? Bien sûr. Bah, tu bien vois, sûr. alors, bon, alors... Bien sûr, mais moi je... Bon, alors donc, c'est Une gagné. question. Quels sont vos secrets pour... je sais que vous avez des petits secrets, par exemple, bien dormir et surtout, je crois, pas faire de sport. Vous voulez absolument, vous avez un Alors, il y a problème. deux On va être solutions. très amis, Macha Meryl. Ou on en Jamais fait sport. beaucoup du sport ou pas du tout. Et moi, je suis de la solution Et pas c'est du vrai, tout. et moi je suis d'accord avec vous, on vit dans un monde où on nous culpabilise si on fait pas de sport. C'est vrai, on a tous ce copain dans toutes les bandes d'amis qui voit 6 fois par semaine à la salle de sport. Ils trouvent toujours le temps d'y aller. Quand on est Et en en vacances, plus, ils sont chiants parce qu'ils se font tout le temps mal quelque part. On Ils parle sont tout que le temps de mal. Et vraiment. leur luxation de genoux. Oh là là, écoutez, il faut arrêter. c'est celui qui se promène torse nu même quand il fait nuit en Oh là vacances. là là. Si vous connaissez ce gars, et même il trouve toujours le temps d'y aller. La dernière fois, je lui pose une question, comment vous faites pour trouver le temps? Il me dit ouais, moi j'y vais pendant ma pause déjeuner. Je lui dis ouais, mais moi franchement, il me dit ça me vide la tête. Je lui dis je savais pas qu'avoir des courbatures et ne pas manger, ça décompressait. Hein. Non, franchement. Et on le sait, Macha Meryl, vous êtes une amoureuse de l'amour. Vous avez eu de nombreuses histoires d'amour, notamment avec le grand Michel Legrand. Si je vous parle d'un trajet en train que vous avez fait entre Paris et Cannes. Ah, ça des souvenirs des grosses têtes, ça. Avec un marin au long. Oui. Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que... Bon, c'est une histoire vraie et que j'ai racontée aux grosses têtes il y a longtemps. Hein. C'est une histoire qui m'est arrivée en une nuit avec un inconnu. Et je pense que ce rêve de l'inconnu, c'est un peu un fantasme de toutes les femmes. De faire l'amour avec quelqu'un dont tu ne connais pas le nom et qui disparaît de ta vie aussi. Dans le train, donc c'était dans un train, c'est qui allait à Cannes. Oui. Ah bah dis donc, vous êtes drôlement On m'a dit, informé. bon, je vais pas révéler la taupe, Il y a une taupe dans l'histoire. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance encore dans le train. J'ai pas eu cette chance. Mais vous prenez pas le train, vous allez en patinette. Vous. Non. Moi, je prends le train. Je prends le train pour aller en vacances. Je prends le train, mais je vous dis la vérité, moi j'aime pas trop le train, oui, parce que je trouve que ça fait mal à la tête. Toutes les 2 minutes, t'es réveillé par... oui, si tu roupilles, là, tu risques pas de rencontrer la femme de ta vie, hein. Ça c'est sûr. C'est vrai, mais vous êtes pas d'accord, dans le train, toutes les 2 minutes, on est réveillé par cette musique. Vous avez pas le casque, mettez le casque. Train boîte de nuit. C'est joli. C'est vrai. Juste pour nous annoncer des messages qui n'ont aucun sens. Monsieur et madame, bienvenue dans le train numéro 5533. Veuillez ne pas descendre du train quand il est en mouvement. Merci. Heureusement que tu m'as dit ça. Je te jure, j'étais à deux doigts de tenter Mais l'expérience. je vous jure que c'est vrai, moi je prends beaucoup le train et à c'est quoi ces chaque fois annonces je me fais réveiller par ces Oh annonces là là. insupportables. Vous voulez dormir, Comme s'il y a vous êtes quelqu'un qui réveillé. allait sortir du train pendant qu'il était Bravo. en marche. Non. C'est Moi, il vrai. y a quelque chose qui m'énerve aussi dans le train, c'est les wagons restaurants. Vous connaissez un peu le Non, concept? ça c'est nul, ça faut même pas y aller. C'est un concept. Oui. Quand t'achètes ta Coca 0 et un Mars, t'en as pour 100 €. Voilà. Et après, tu reviens à la place sous coton tout frais avec ton Coca 0 et ton Mars. Et là, en plus, à côté il faut de toi, jeter le papier, on sait pas où. c'est pas après, possible. Oui, c'est affreux. Et là, à côté de toi, vous avez le mec qui mange un sandwich camembert merguez à 10h du mat. Vous connaissez ce gars? C'est les amis, c'est là que j'ai vu l'utilité du masque. Donc vraiment, le masque, ça m'a beaucoup servi. Donc, merci encore, Macha Meryl, et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre livre L'homme de Naples. Mais oui, tu devrais le lire, c'est très instructif. Je vais le lire. hein. Je vais le lire. Je vais le lire. Merci beaucoup, merci Sam Bérébi. Bien évidemment, on vous retrouve sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y. En attendant de vous voir sur scène quand vous avez des dates à nous donner, Exactement. c'est quand vous voulez. Eh ben, avec plaisir. Samedi, je joue au Fridge Comedy Club si vous voulez. Génial, c'est à quelle heure? Vous passez à quelle C'est heure? à 17h. Eh ben très bien. Eh ben pour ceux qui Vous font venez, pas Macha Shabbat, Meryl? on viendra vous voir. Bon, c'est pas grave. Vous allez garder une place et tout, moi. Moi, je viendrai avec grand c'est plaisir. réel. Merci mille fois à Sam Bérébi d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio Vie. Les aussi. Allez, tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac avec vous, Macha Meryl, si vous le voulez bien. Le principe, il est simple, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On peut tenter cette expérience ensemble? Allons-y. Allons-y. Macha Meryl, la recette de l'amour, c'est... C'est une question très dure, je le reconnais. Y aller. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Oh, bah c'est l'Ukraine, la Russie. Si vous pouviez changer de peau, si vous voulez, bien sûr, vous seriez qui ou quoi? Un lynx dans la forêt sibérienne. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Le quoi? Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Que je fais bien la cuisine. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? J'ai fait 800 km en vélo moteur pour rejoindre quelqu'un. La plus belle qualité humaine pour vous? L'intelligence. Vos 3 grands plaisirs en ce moment? En ce moment, tout le temps. Bon, bien manger, bien boire et il me manque le 3e.
On va trouver. Votre surnom, Macha Merrill. Pardon ? Votre surnom. Alors, quand j'étais petite, on m'appelait Moumous. Ça veut dire petit chat. Voilà. Votre philosophie de vie. Oh, bah écoutez, ça fait 2 heures que je vous en parle. C'est le bonheur. Il faut pas avoir peur d'être heureux. Et pas se plaindre, surtout. Ça, c'est bien noté. Votre prochain rêve à accomplir. Ah, je veux être divine dans cette nouvelle pièce. La pièce, on rappelle, qui s'appelle Une étoile et qui sera au théâtre Montparnasse en janvier prochain. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer pour finir ce tac au tac, Macha Merrill. Continuez comme ça. Vous êtes curieux, malin et plein d'avenir. Surtout toi, là. Sam Bérébi. Allez, notre émission continue avec beaucoup d'avenir, évidemment. Tout de suite, on parle et on pense à votre santé. À votre santé. Bonjour Serge Rafal. Bonjour Cyrielle. Alors on va s'intéresser tout de suite à votre santé, Macha Merrill, et surtout à la santé de tous les auditeurs qui nous retrouvent avec cette question je crois de société que nous avons évoquée ensemble, Serge Rafal, et on s'est dit que cela pouvait bien sûr intéresser, et parce qu'elle intéresse aussi et interpelle les scientifiques, pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes ? C'est une question et on a des Et on a réponses. souvent cet exemple en face de nous, dans nos familles respectives, les uns et les autres. Alors pourquoi ? Les chiffres sont là, Cyrielle. L'espérance de vie des femmes en France, c'est 86 ans. Celle des messieurs, c'est 81 à peu près. Vous voyez, il y a quelques années d'écart. Aux États-Unis, la différence c'est 5 ans, mais ils vivent moins longtemps. C'est-à-dire que les femmes, l'espérance de vie c'est 81 au lieu de 86. Comment ça s'explique ça, les États-Unis ? C'est par rapport à la manière de se nourrir ? On l'a vu, enfin les causes, on les connaît tout à l'heure. On évoquait le sport. J'allais vous alors, il n'y a pas dire. que le sport, il y a la nourriture, la maman de Sam là, qui prépare pour une semaine, peut-être des quantités qui sont des quantités trop importantes. Donc, en fait, sur l'espérance de vie, sur la santé, l'alimentation intervient, l'activité physique intervient, la biologie intervient. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que chez les animaux, chez les singes, les femelles vivent plus longtemps. Parce qu'elles sont mieux fabriquées. Les femmes sont mieux fabriquées que les hommes. Vous avez tout dehors. Nous, on a tout encastré. Et c'est beaucoup plus confortable pour le corps lui-même. Vous avez probablement raison. Il y a des facteurs qui sont des facteurs biologiques. Et les dames, vraisemblablement, sont protégées par les œstrogènes, sont protégées par les hormones. Ils vraisemblablement les aident. Alors que les messieurs, avec leur testostérone, probablement, ça et en les plus, brûle on peut améliorer la beaucoup situation en prenant des hormones. Et ça, je trouve qu'il y a des découvertes récentes fantastiques quand on modifie un petit peu le taux hormonal chez les femmes. Est-ce que les femmes résistent davantage à la maladie que les hommes, Serge Rafal ? Oui, elles ont la réputation d'être plus douillettes. Et on le sait que ça n'est pas vrai, simplement parce qu'elles sont On plus accouche quand même, je tiens à dire pour elles certains. sont plus sujettes à des pathologies douloureuses. Mais après, on se rend compte qu'elles sont effectivement plus résistantes par rapport à la maladie, plus résistantes par rapport au handicap, plus résistantes à l'altitude. Là, on le sait, sur le mal des montagnes. À l'altitude, vous dites ? Oui, bien entendu. Enfin, bon, et à force de soigner les hommes qui se plaignent tout le temps, elles prennent le contre-pied. Exactement. Voilà. Et face à l'infection, on l'a eu là pendant le Covid. Si on prend le nombre des femmes, c'était 58% des malades du Covid étaient des femmes, contre 42 chez les hommes. Les chiffres sont les mêmes en Israël qu'en France. Donc, est-ce qu'il y a des déterminants comportementaux ? Bien entendu que ça intervient. Alors pendant des siècles, pendant des milliers d'années, l'espérance de vie est restée de 30 ans. C'est fou ça quand même. Hein. C'est jusqu'à 1750 à peu près, c'est 30 ans. C'est quoi l'hygiène ? C'est l'hygiène qui a changé tout ? Bien évidemment, c'est c'est l'hygiène et c'est la diminution de la mortalité infantile. Pendant très très longtemps, un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 10 ans. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde mourrait à 30 ans, mais la moitié des enfants mouraient avant 10 ans. Et on avait une formule, enfin les scientifiques expliquaient que l'espérance de vie à 15 ans était supérieure à l'espérance de vie à la naissance.
C'est fou. Tellement la mortalité était immense. Donc, c'est pour ça qu'on faisait beaucoup d'enfants, parce qu'on savait qu'il n'en restait pas. Il en restait un sur deux. Et en 8-9 générations, vous voyez, en 3 siècles, on a progressé, on a triplé l'espérance de vie qui existait depuis 8-9 000 générations. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à croître, qu'on va mourir de plus en plus tard ? Non, je pense qu'on arrive à une limite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté. C'est-à-dire que l'espérance de vie commençait à stagner avec les problèmes environnementaux, avec les problèmes de pollution, avec les problèmes de maladies, et puis avec l'émergence des maladies chroniques. Les maladies chroniques ont remplacé les maladies infectieuses d'autrefois. Et on a parfois des expériences qui sont des expériences tout à fait intéressantes. Là, aux États-Unis, ils ont constaté une diminution de l'espérance de vie d'une frange de la population qui sont les blancs non hispaniques, non ? Ah, les fameux WASPs, ils sont plus fragiles que les autres. Voilà. Ça, c'est drôle, alors. Et là, leur mortalité, d'un seul coup, augmente, probablement parce qu'une inquiétude sur l'avenir, pour des raisons sociales, pour des problèmes. Est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette chose qu'on a entendue sur la dénatalité mondiale qui ferait que peut-être que le nombre d'habitants sur la Terre diminuerait ? C'est une théorie valable pour vous ? On pense qu'on est arrivé à un plafond. Il faudra vraisemblablement prendre des mesures. C'est exactement la réflexion que je me suis faite cette semaine. Bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir peut-être faire comme la Chine à un moment donné, diminuer le nombre d'enfants qu'on va devoir avoir ? Ça se fait tout seul. Vous avez vu que les hommes sont de moins en moins fertiles ? J'ai vu ça, il y a des grands papiers qui sont passés il y a longtemps. Et puis je crois qu'il y a un instinct naturel. La dénatalité, c'est un phénomène de civilisation. Plus les gens sont civilisés, moins ils font d'enfants. Une grosse inquiétude sur la natalité. Quand on voit au Nigeria, ils ont multiplié, ils arrivent. Bon, ça, il faudra s'en occuper. On va faire un deuxième sujet sur ça. C'est très intéressant, Serge Rafal. Merci beaucoup. Merci de prendre soin de nous, décidément, tous les jeudis à 16h10 sur Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Macha Merrill, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Alors on ne fera pas des phrases toutes faites parce que vous n'aimez pas ça. Des statistiques à m'offrir ? Absolument pas, mais vous avez Nathalie Dedrieux à droite qui nous a écouté très attentivement. Elle a pris des notes et dans son regard, nous allons essayer d'avoir votre portrait. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Macha Merrill. Oh, je vois que c'est tout barbouillé votre papier. Eh bien oui, vous avez raconté beaucoup de choses. Donc il a fallu que je prenne des notes. Mais c'était passionnant de vous écouter. Et que de diversité. C'est un parcours de tant de sujets explorés avec vous, avec autant de légèreté que de profondeur. C'est un régal. C'est à votre image. C'est à votre image. Il y a beaucoup de sont d'accessibilité. Ce ne sont pas des couches bébés. Voilà. Il y a beaucoup de profondeur. Et donc, j'ai l'impression d'avoir une femme en face de moi qui va en direction de la meilleure version d'elle-même, en direction d'elle-même et grâce au temps et grâce aux expériences qu'elle prend. C'est vraiment ça. C'est au service d'eux, au service des femmes, au service de l'image. Vous portez différents drapeaux, différentes casquettes et toujours avec beaucoup d'appétit de la vie. Donc c'est vraiment ça que j'ai pu sentir. Alors vous parlez effectivement de vos enfants, de vos parents qui étaient heureux. Ça donne un climat tout de suite de bonheur qui est complètement en contradiction avec le beaucoup de drames dont vous parlez. Et vous me dites il y a même pas suffisamment de temps pour tout expliquer ici. Il y a un héritage peut-être du bonheur et du goût du bonheur. On appelle ça la thérapie du bonheur, justement en psychanalyse, même si vous êtes contre. Et moi, je pars du postulat plutôt jungien qui parle du processus d'individuation. C'est-à-dire que cheminer en direction de soi pour faire émerger autant son ombre que sa lumière. Et c'est forcément grâce à ces expériences. Et on ne met pas le mot échec. Y compris les échecs, c'est ça. Exactement. Alors, dans votre travail d'actrice, il y a un aspect qui est assez intéressant. Vous dites que c'est un sacrifice, à la fois cette célébrité qui vous porte et qui rend, qui donne accès à beaucoup de choses. Il y a des codes à respecter, qui encadrent, qui structurent.
Ça pourrait être enfermant, voilà, de pas pouvoir sortir sans maquillage, les cheveux pas lavés, et vous prenez le contre-pied. C'est comme si vous voyez le positif dans ça, et ça vous donne une colonne vertébrale, vous dites, pour prendre appui, afin de révéler encore une fois le meilleur de soi, et de prendre l'opportunité, voilà, d'envoyer des messages. Et il y a comme une forme de conquérante, toujours disponible. Voilà, il y a vraiment un engouement que je sens. Et pourtant, vous savez, je vais vous dire une petite chose. Dans les camps de concentration où ont été internées mes 2 tantes, qui étaient des femmes de la bonne société, le matin, elles se levaient, elles s'habillaient, elles cassaient la glace dans l'évier pour se laver, alors que d'autres femmes autour restaient en robe de chambre et en savate à traîner. Et je pense que se tenir, cette espèce d'obligation de ne pas se laisser aller, c'est une façon qui permet d'avancer. Qui permet d'être c'est dans votre ADN, hein, ça se sent. Hein. Il y a vraiment cette structure, ça vous donne un vrai ancrage et une disponibilité aux expériences de la vie et aux opportunités à saisir. Vous le dites à chaque fois, osez, allez-y. Hein, c'est la recette de l'amour, y aller. Bah oui, effectivement, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, mais il y a toujours des pépites. Et c'est un peu ça. C'est les défis de croissance et ces ratés dont on a besoin pour s'enrichir et se construire. Ça, c'est vraiment votre pierre angulaire. Au-delà d'être une femme et une actrice au service qui offre beaucoup d'elle et qui rend hommage et qui est inspirée, il y a ce féminin puissant et déterminé, mais aussi avec beaucoup de yang, le yin et le yang. Hein. Il y a vraiment ce mariage des polarités que j'ai pu sentir. Et je dirais que vous êtes porteuse d'un plan, comme d'une mission de vie. Vous parlez de réparer et de corriger les trajectoires et les drames des parents. C'est vraiment ça. Il y a un plan qui est porté pour une mission de vie. Eh bien, voilà, j'ai une femme lumineuse. C'est pas mal, hein. Écoutez, le bilan est plutôt... En 1h30, on a fait un bon travail. Ah, il y a tellement de choses que je suis obligée de faire des choix. Ça pourrait être vraiment... Non, parce que vous savez, en plus, quand on dit les échecs... Est-ce qu'on est sûr que ce sont des échecs? Si quelquefois on n'a pas convenu soi-même à une situation, parce qu'il n'y a pas que la faute au destin, au hasard, il n'y a que soi-même. On n'est peut-être pas destiné à accomplir une certaine action pour laquelle on n'est pas fait. Eh ben c'est pas grave, on fait autre chose. On se dit ah ben tiens non, c'était pas pour moi ça. On fait autre chose. Alors c'est ça qui est dur, c'est ce petit moment-là d'examen qui doit ne pas sombrer dans la dépression. On a des moments difficiles, mais c'est presque la marche pour monter. Oui, le découragement fait partie du chemin, mais vous en faites pas un axe. Voilà, vous êtes. En plus, il faut trouver sa place. Donc, il y a vraiment cet axe fondamental qui est comme le Graal à trouver. Et donc, cette femme-là en face de moi, je lui dis merci pour votre rapport. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'était très tendre ce que vous avez dit. Et puis, je pense que la chance, c'est d'être une femme. Les femmes sont indestructible. Et on restera sur ça. Et vous ne m'avez quand même pas donné le sentiment d'avoir raté quelque chose, Masha Merrill. Nous avons eu aujourd'hui ici une très jolie jeune femme à découvrir dans ce livre L'homme de Naples, Masha Merrill aux éditions L'Archipel. Mille merci, vous êtes une de mes plus belles rencontres sur Radio J. Écoutez, je reviens quand vous voulez. Et ben c'est avec grand plaisir et on se dit à lundi sur Radio J.